Bonjour à tous et ravie d'être à Saint-Quentin avec vous cet après-midi. Donc je suis Fleur Villemot, j'ai plus de 10 ans de pratique et d'observation RH en grand groupe, en start-up et en cabinet de conseil. Et effectivement, comme le disait Maxime, j'ai rejoint les Bosons de Boson Project depuis plus de 4 ans maintenant. Et on s'est donné un grand défi dont on va parler aujourd'hui, c'est celui de réenchanter l'engagement dans les organisations. Et vous allez voir qu'il y a de la matière et des réflexions pour réinventer tout ça. Le titre de la keynote que j'ai choisi aujourd'hui, c'est celui des nouvelles conditions de l'engagement. Et au terme de nouvelles, je donne deux significations. La première, c'est le fait effectivement que l'époque a changé, le monde du travail a changé, et les aspirations également des travailleurs par rapport à ce monde du travail. Et donc on est traversé par plein de nouvelles tendances qu'il va falloir décrypter pour apporter des réponses justes et des réponses qui seront efficaces et qui résonneront avec l'époque. Donc ça, c'est la première signification du mot « nouvelle ». La deuxième signification, c'est « nouvelle » de par l'ampleur inédite et urgente que prend le caractère de l'engagement aujourd'hui, avec des chiffres de désengagement qui sont très alarmants et que je vais vous exposer tout de suite. Donc nous sommes le 5 novembre 2024 et ça craque dans le monde du travail. Tout d'abord, on va parler d'absentéisme. Donc l'absentéisme a augmenté de plus de 40% entre 2019 et 2022 et n'a toujours pas retrouvé son niveau d'avant Covid. Donc une hausse de l'absentéisme à la fois en nombre d'arrêts et d'arrêts courts notamment, qui sont souvent le symptôme de sujets de désengagement, et en nombre de gens qui prennent des arrêts, donc une double augmentation. Qui est un vrai casse-tête pour la fonction RH et pour l'organisation dans les entreprises, parce qu'on pense qu'on a des personnes, mais en fait ces personnes, on ne peut pas toujours compter sur elles pour réaliser le travail. Le deuxième sujet, c'est celui des démissions et des postes vacants. Donc on a beaucoup parlé du phénomène de grande démission. C'est plus ou moins vrai selon les secteurs, mais il y a des secteurs aujourd'hui, et notamment c'est le cas de la santé, de l'hôtellerie, de la restauration et de l'industrie dans une certaine mesure, qui n'arrivent plus à recruter comme avant, sur certains types de jobs en tout cas, et donc avec des niveaux de démission et de postes vacants qui n'ont toujours pas non plus repris leur niveau d'avant Covid. Corrélé à ça, on a un niveau d'engagement, donc vous connaissez probablement l'Institut Gallup qui permet de mesurer chaque année sur une base déclarative le pourcentage, le taux d'engagement qu'ont les différents pays, les différentes personnes dans différents pays. Et en France, il n'y a que 7% des actifs qui se disent pleinement engagés dans leur organisation, donc c'est le taux le plus bas qu'on n'a jamais connu. Et tout ça dans un contexte, et c'est là où ça devient intéressant, je pense que parmi vous, on a des dirigeants, on a des dirigeants de la fonction RH, et c'est quand l'engagement vient toucher le sujet de la productivité qu'on touche des doigts un véritable problème. On était champion d'Europe de la productivité entre 1986 et 2004. Aujourd'hui, on est avant-dernière élève. Et la productivité a baissé de 5,2%. Donc ça n'est pas uniquement lié à l'engagement ou au désengagement, parce qu'il y a des gros sujets en termes d'anticipation des filières de compétences, en termes d'innovation, qui sont également à l'origine de ce décrochage. Mais il y a quelque chose quand même aujourd'hui autour de l'engagement et de ses conséquences sur la productivité qu'on peut raconter. Peut-être un dernier élément sur ces chiffres. C'est le cas dans toutes les régions du monde. Il y a vraiment un sujet de désengagement latent et on va revenir à pourquoi on en est aujourd'hui à cette situation. Mais c'est particulièrement le cas en France, et peut-être qu'il y a un élément culturel à vous donner en plus, c'est qu'en France, par rapport à d'autres pays, on a un rapport plus émotionnel que transactionnel si on compare au monde anglo-saxon. Et du coup, ça fait des étincelles. Quand les voyants sont en vert, ça crée des suppléments d'âme, des suppléments d'engagement, des suppléments d'innovation. Mais ça peut mettre aussi les voyants au rouge quand on n'a plus cette sauce, cette magic sauce qui fait qu'on se sent bien et qu'on a envie de donner à son travail. Et du coup, ça crée chez nous en fait des taux exponentiels avec l'absentéisme qui a grimpé et la productivité qui a baissé. Et donc, il y a quelque chose d'un rapport au travail à la française qui est aussi en train de s'écrire.
Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est cassé dans la machine de travail? Qu'est-ce qui s'est cassé dans le cœur des Français? Pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Et peut-être à tous ceux qui disent on n'a plus le goût de l'effort, on donne plus le même investissement qu'avant au travail, etc. Il y a un sujet très fondamental qu'il faut adresser, qu'il faut vraiment garder en tête. C'est que post-Seconde Guerre mondiale, le contrat de travail s'est quand même bâti plutôt sur la promesse d'un emploi à vie et de la méritocratie. Et c'est ça qui fait qu'on avait envie de donner aujourd'hui pour recevoir demain. Et donc c'était tout cet attelage, qu'est-ce que je donne aujourd'hui pour recevoir quoi demain, qui permettait en fait de créer qui mettait de l'essence dans la machine de travail. Aujourd'hui, les chiffres sur la méritocratie sont assez interpellants. Il faut 70 ans versus 15 ans entre 1950 et 1970 pour doubler son niveau de vie, donc soit plus que le temps du travail, 70 ans. Donc ça c'est l'indice Gini. Et il faut 6 générations, donc ça c'est un chiffre de l'OCDE, pour passer du revenu minimum au revenu médian. Et ça dit quelque chose de ce qu'on peut attendre du travail et ce qu'on a envie de donner au travail. Et donc il y a des sujets de valeur, de création de valeur et d'ascension par le travail qui restent au cœur de l'équation aujourd'hui. Ensuite, il y a eu le contexte de la pandémie qui a été beaucoup commenté, évoqué, etc. pour raconter la transformation qu'a vécu les entreprises et les organisations dans cette période. Nous, notre analyse, c'est que ça a tiré sur 2 élastiques très forts. Le premier, c'est que ça a tiré sur l'élastique de la flexibilité. Donc il a fallu se réinventer, ça a créé des fossés entre certaines professions qui ne pouvaient pas avoir le droit au télétravail. Et ça a permis en fait de travailler différemment. Mais l'autre élastique que ça a tiré, notamment parce qu'on a tiré sur celui de la flexibilité, c'est sur l'élastique managérial. Donc c'était le sujet de la conférence d'avant avec Loïc. Et en fait, nous, ce qu'on observe, c'est que les managers partent d'une charge de travail insurmontable. Il y a des chiffres aujourd'hui qui disent que les nouvelles générations ne veulent plus devenir managers autant qu'avant. Et en fait, s'il y a un engagement à réparer, c'est avant tout celui des managers qui sont en fait épuisés, qui se sont retrouvés au four et au moulin à gérer l'irruption de l'intime dans la vie des gens et au travail, avec une grande difficulté à trouver des réponses équitables, des réponses structurées, des réponses long terme. Et s'il y a bien une population aujourd'hui qui est fragilisée et désengagée, c'est bien ces managers, alors même que, et ça je pense que vous connaissez probablement cette statistique parce qu'on la répète souvent, que 70% de la performance et de l'engagement d'un salarié dépend de son manager. Donc si cette ligne s'écroule, si cette ligne n'a plus envie, si cette ligne n'a plus le goût d'eux, ça a des conséquences très fortes sur la ligne d'en dessous évidemment, et évidemment aussi sur la ligne d'au-dessus. Donc après cette introduction, voilà, donc s'engager, c'est donner au présent pour recevoir au futur. Et là, on ne sait plus ce qu'on recevra, donc ça c'était peut-être pour garder en tête quand même qu'il y a quelque chose autour de la définition même de l'engagement qu'il faut aujourd'hui réinventer. Donc après cette introduction qui est un petit peu alarmiste, et nous chez les Bosons, et moi en particulier, on est de nature très enthousiaste, donc l'objectif c'est de partir de ce constat et d'être assez lucide sur ce constat, mais surtout pour ouvrir le champ possible de la réinvention. Donc on n'est pas sur des petites rustines ou de la petite amélioration continue, là on a un champ de la réinvention qui s'ouvre et qui peut être très large et qui peut être très enthousiasmant. Et on a identifié 4 ingrédients à remettre au cœur du pacte social pour un engagement durable organisation-collaborateur. Donc il y a le salariat soutenable, le travail émancipateur, le collectif fédérateur et la mission utile. Donc je vais revenir sur chacune de ces notions. Sur le salariat soutenable, donc la définition c'est un salariat qui permette à chacun de vivre dignement et sereinement. Les 2 notions sont importantes, dignement et sereinement. Et là-dessus, les enjeux, c'est qu'il y a un sujet aujourd'hui autour du pouvoir d'achat et un sentiment par rapport à la moyenne européenne d'être moins rémunéré ou pas suffisamment rémunéré par rapport aux efforts fournis. Donc vous me direz que tout le monde pense toujours qu'il n'est pas assez bien payé, c'est un petit peu le jeu, ou en tout cas la posture qui existe.
mais ce qui est intéressant, c'est le décrochage de notre statistique par rapport à la moyenne européenne. Et donc là, il y a des sujets de revalorisation, de réflexion sur la rémunération qui peuvent être engagés. Et je vais y revenir en termes de solutions. Ensuite, l'autre chose en termes d'enjeux, c'est qu'on est plutôt mauvais élèves aussi sur les accidents du travail et la sécurité physique. Donc nous, on accompagne beaucoup d'entreprises pour lesquelles la culture de la sécurité est devenue un enjeu encore plus majeur. Sortir du fatalisme, en faire une culture commune partagée et vraiment travailler sur le sujet à bras-le-corps. Parce qu'il y a tout un sujet ce n'est pas en fait supportable, acceptable de prendre des risques pour sa santé physique ou psychologique en allant au travail. Et le dernier point, et ça c'est peut-être un point qui vous interpelle parce qu'il est au croisement de plein de sujets, on a plus de temps de travail, de temps de trajet que la moyenne européenne, plutôt 45 minutes en France versus 20 à 30 minutes dans d'autres pays. Et en fait il y a beaucoup de salariés sur fond de méfiance vis-à-vis des EHPAD, des écoles, des crèches, qui témoignent du fait que c'est devenu de plus en plus difficile, voire impossible, de concilier travail et vie personnelle. C'est le cas pour les parents, 77% qui disent que c'est difficile ou très difficile, et pas seulement les jeunes parents, les parents de tout âge. Une autre statistique, peut-être aussi 24% des travailleurs français ont retardé leur projet d'avoir un enfant parce qu'ils n'avaient pas un logement qui leur permettait d'accueillir une famille. Donc il y a tout un sujet aujourd'hui, quand vos collaborateurs vous parlent d'intime, de difficultés à articuler. Donc les solutions, ça va être celui de la rémunération. Donc il y a beaucoup d'organisations qui retravaillent sur des grilles de salaire qui sont d'une part plus transparentes pour favoriser l'équité, plus redistributives pour comprendre en fait quand l'organisation génère de la valeur, comment est-ce qu'on peut mettre en place des mécanismes de redistribution de cette valeur, et qui parfois intègrent de nouveaux critères comme les personnes à charge, donc plutôt la catégorie aidant parents, et les lieux de travail, pour pouvoir en fait corréler le niveau de salaire par rapport au coût de la vie dans l'endroit où on habite. La sécurisation du travail, donc là l'idée c'est de continuer à s'en parler, d'être plus fin sur les cartographies, de ne pas en faire un sujet de process qu'on gère à part mais au cœur des pratiques, et d'en parler activement avec ces instances, lors des instances du personnel avec ces syndicats, parce que parfois c'était des sujets, c'est des sujets qui ont moins leur place dans les nouveaux CSE. Et le temps de travail, donc ça vous en avez probablement beaucoup entendu parler, mais il y a ceux qui optent plutôt pour la flexibilité du quotidien, donc comment dans une culture de l'autonomie, de la confiance des résultats, on peut organiser un petit peu différemment son travail dans un cadre collectif, donc il y a des méthodes pour faire ça. Il y a le temps à la semaine, on a beaucoup parlé de la semaine de 4 jours, c'est beaucoup moins le cas maintenant, il y a eu des tests, etc. Et le temps de la vie, et ça c'est les comptes épargne-temps, ça je pense que vous en avez entendu parler aussi, mais c'est est-ce qu'on ne peut pas débloquer plusieurs fois dans sa vie pour certaines situations plus de temps si on en a besoin. Voilà, et donc sur le sujet de la vie personnelle, il y a un cri d'alarme qu'il faut savoir entendre. C'est devenu pour certains presque impossible d'articuler leur travail et leur vie personnelle. Et donc ça, ce sujet, il est difficile, mais il arrive vraiment au cœur des organisations et ça va être un sujet à traiter. Ensuite, le travail émancipateur. Donc ça, c'est un travail dont on maîtrise les contours et dans lequel on peut faire preuve d'autonomie. L'autonomie au travail n'étant pas un nice to have, c'est un besoin fondamental de pouvoir faire preuve d'autonomie. Donc c'est vraiment important de le repositionner comme une condition d'engagement cruciale. Aujourd'hui, les salariés français décrivent leur travail comme de plus en plus répétitif et de plus en plus urgent, notamment parce que déterminé à des demandes extérieures urgentes. Et tout ça dans un contexte où ils ont beaucoup d'objectifs et ils ne sont que 51% à dire être consultés par rapport à la fixation de ces objectifs-là. Et donc là, il y a un vrai sujet. J'ai entendu vous en parler dans la conférence précédente. Mais tout le sujet, c'est comment on responsabilise chacun au bon niveau
avec des modèles, notamment celui de la Marine nationale qu'on connaît bien, mais de la subsidiarité. C'est celui qui fait qui sait, et on organise en fait les jobs, les compétences et la responsabilité au plus proche du terrain. Donc ça, c'est des concepts qui ont toute leur place et qui sont très très justes avec l'époque, auxquels il faut réfléchir. Et il y a tout le sujet de la consultation participative, donc comment on co-construit des objectifs d'entreprise, d'équipe, individuelle, de bien travailler à toute cette mécanique et à toute cette maïeutique-là. Et l'autre chantier là-dessus qui va être central, c'est l'arrivée de l'IA dans les organisations. Donc on en parle beaucoup. Nous, voilà, il y a quelques organisations qui commencent à s'y mettre, même si c'est au début. Mais tout le sujet, c'est comment on n'impose pas des outils, comment on réfléchit aux outils au service du travail et pas l'inverse. Et comment ce sont les gens qui vont être impactés par les outils qui travaillent en fait à leur mise en place et à dire si ça leur va ou si ça leur va pas. Donc le sujet de l'IA va être assez révélateur sur la prise en compte du travail réel et sur l'autonomie et la consultation participative. Le troisième point, c'est celui du collectif fédérateur. C'est le collectif dans lequel on se sent bien et on se sent appartenir. Donc ça, c'est l'un des très gros sujets du moment contemporain, avec peut-être une statistique qui dit beaucoup. 80% des salariés s'estiment être un bon élément, un talent, avec seulement 17% qui se sentent considérés comme tels. Et en fait, ça montre quelque chose, ça montre que le travail s'est individualisé, qu'on en attend des choses à titre individuel et qu'on est en quête de considération qui serait individualisée, personnelle. Et ça, c'est très très paradoxal avec le constat, quand on fait des questionnaires, des surveys, quand on interroge les gens. Le facteur d'engagement numéro 1 au travail, ça reste l'autre, ça reste son manager, ça reste son équipe, ça reste de faire des projets ensemble. Et donc là, il y a un paradoxe du travail moderne. Comment on réconcilie individu et collectif pour faire un nouveau commun et pour rester dans une aventure collective. Et nous, là-dessus, en fait, la conviction, c'est qu'on ne va pas revenir au commun d'avant, qui était en fait sous couvert d'équité, voilà, on traitait un petit peu tout le monde de la même manière. Là, l'objectif, ça va être de faire émerger un commun où chacun se sent considéré. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent, d'organisations qui travaillent à quelles sont les situations qu'on va reconnaître en entreprise, les moments de vie qu'on va reconnaître en entreprise, les moments de carrière qu'on va reconnaître en entreprise, comment on va les accompagner et comment chacun, qui qu'il soit, quoi qu'il traverse, pourra à un moment donné peut-être bénéficier de quelque chose de spécial mis en place par l'entreprise. Et donc le sujet, ça va être de travailler voilà, sur des parcours employés avec différentes dimensions, différentes dynamiques, pour que chacun se sente bien à chaque moment dans l'organisation. L'autre sujet, j'ai vu qu'il y avait tout à l'heure, nous on nous parle beaucoup de conflits intergénérationnels, on nous dit il y a 4 générations au travail, ça crée des problématiques, la diversité ça crée des problématiques, c'est le cas, et en fait passer de la diversité à l'inclusion c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que ça ne suffit pas d'avoir des personnes différentes autour de la table pour que vraiment émerge une différence de point de vue, des réflexions collectives et l'envie de s'engager sur quelque chose. Et donc tout ça va être tous les sujets du leadership inclusif. Comment est-ce qu'on a des conflits de type cognitif, c'est-à-dire des conflits de type désaccord, je ne suis pas d'accord, j'ai un point de vue différent, on co-construit quelque chose, versus des conflits affectifs, où là c'est plutôt qu'on a un problème de valeur, qu'on n'ose pas se dire les choses, qu'on a du ressentiment. Comment on passe de l'un à l'autre et comment on rend les choses plus explicites, comment on se parle de ce qu'on attend les uns des autres, de ce qu'on attend du travail, de comment on a envie de fonctionner ensemble. Et ça, c'est des gros chantiers, notamment en France, où beaucoup de la culture au travail, et notamment dans certaines organisations, sont très implicites avec beaucoup de codes qu'il faut comprendre par soi-même. Et là, il y aura un travail en fait de reparler de tout ça, de redéfinir tout ça pour faire émerger vraiment la différence. Et le sujet, le dernier, c'est celui des lieux de vivre ensemble. Avec 2 sujets, donc il y a des organisations qui ont choisi de mettre les sièges à Paris ou dans d'autres villes, parfois les lieux de production ailleurs, donc ça crée des fortes déconnexions dans les collectifs. Et par ailleurs, entre ceux qui ont le droit, pas le droit au télétravail, nous on croit que quand même se voir, être ensemble, se retrouver dans des lieux, ça reste l'un des ferments les plus naturels et les plus faciles
en fait, pour créer du collectif. Donc continuer à investir sur les lieux de vivre ensemble pour se rencontrer, échanger, ça nous paraît être une des clés simples mais tellement nécessaires pour faire collectif fédérateur. Et la dernière mission, c'est peut-être celle de... Enfin, le dernier ferment de réinvention, c'est celui de la mission utile. Donc la mission utile, c'est celle qui contribue positivement à la société. Et donc là, il y a deux niveaux. Déjà, peut-être, je ne sais pas si vous connaissez cette statistique, 71 des 100 plus grandes puissances financières mondiales sont des entreprises. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment un appel à la responsabilité des entreprises sur tout un certain nombre de sujets, notamment très portés par la génération Y à l'époque, très repris par la génération Z actuellement. Et il y a beaucoup de désillusions sur le fait que les entreprises ou les organisations s'engageraient de manière proactive. En fait, il y a 39%, il y a seuls 39% des Français qui pensent que les entreprises peuvent s'engager sans y être contraintes. Et donc là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit comme nouvelle tendance, c'est qu'au-delà des grandes visions, stratégies, missions d'entreprise qui restent très importantes et très utiles, il y a eu beaucoup, notamment d'entreprises qui ont pris à bras-le-corps le sujet d'avoir une raison d'être et d'avancer là-dessus. Il y a aussi beaucoup de métiers qui vont prendre position sur des nouveaux sujets. Peut-être un phénomène dans la tech et chez les RH. Chez les RH, par exemple, il y a eu un gros mouvement qui s'appelle le Parental Act, avec énormément de RH dans différentes organisations qui se sont engagés en faveur d'un congé de paternité plus long. Et en fait, c'est ça, en partie ça, qui a poussé le gouvernement à l'allonger. Et donc, c'est une fonction qui a pris un rôle de lobby en s'associant avec les autres personnes de cette fonction. Et c'est le cas aussi beaucoup dans la tech, où il y a tout le sujet de la low-tech, avec des départements informatiques qui vont s'engager très très fort là-dessus. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, pour les gens qui sont dans les entreprises, c'est important de savoir, et les organisations, où va l'entreprise et est-ce qu'elle fait du bien ou du mal de manière un petit peu globale, mais c'est aussi à quoi moi je contribue dans mon entreprise, et notamment par rapport à mon métier, et comment mon métier est utile dans la société. Et ça permet en fait de réconcilier deux dimensions, celle de l'engagement dans l'entreprise et celle de comprendre à quoi mon métier sert dans l'entreprise. Donc ça, c'est intéressant. Et peut-être pour terminer, avant de prendre vos questions, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous poser peut-être des questions avec lesquelles vous repartez à la suite de cette conférence pour continuer à y réfléchir, parce que je pense que ce sujet va continuer à nous occuper largement dans les prochains mois et dans les prochaines années. Mais pour les dirigeants que vous êtes, en fait, il y a une tentation. On parlait à un moment des 3 P, People, Profit, Planet. Mais c'est vrai que quand le profit est menacé, et là en ce moment on est quand même dans une situation économique qui est compliquée, la tentation est grande de se recroqueviller sur les méthodes traditionnelles, sur retrouver de la productivité à tout prix, court terme, et comment on ne laisse pas en fait le people être moins investi, et comment on peut lui redonner sa juste dimension. Voilà, donc il y a un truc d'audacieux, d'être audacieux dans cette période pour faire ce choix stratégique et se redire qu'il faut investir sur l'engagement pour réussir le profit. Et le deuxième point, on a fait une enquête auprès des jeunes, parfois qui n'ont pas encore mis un orteil dans le monde du travail, qui utilisent des mots très durs en fait pour décrire le travail. Ils parlent de charge de travail, de burn-out, de pénibilité, de labeur. Et on pense, nous, chez les Bosons, qu'il y a un sujet autour du récit du travail. Vous, en tant que dirigeant, comment vous parlez du travail, comment vous véhiculez des récits enthousiastes, des narratifs qui font la différence, comment le travail, ça reste une aventure collective, parce que quelque part, c'est le fait de construire des choses à plusieurs. C'est fait pour l'être humain de travailler ensemble, de construire des choses ensemble, enthousiasmantes et positives, et comment on ne parle pas que de l'emploi, que des difficultés et que de la pénibilité. Donc ça, c'est un grand défi commun. Mais si vous écoutez la radio, c'est rare en fait d'entendre parler du travail autrement que par des termes compliqués, lourds et empreints de beaucoup de pénibilité. Et pour les RH, pour nous, il y a un sujet que vous avez probablement vous avez entre les mains. C'est une explosion possible et future
Entre les cols bleus et les cols blancs, on parlait plus de col bleu que col blanc pendant un certain moment. Là, avec tout ce qui s'est passé, deux poids, deux mesures, on réfléchit énormément à des mesures de modernité sociale pour les uns, à rien pour les autres. On crée des déconnexions physiques, on dévalorise de manière symbolique le travail des cols bleus. Pour nous, il y a un gros sujet à ouvrir sur les cols bleus, c'est peut-être qu'ils ne peuvent pas bénéficier de toutes les mêmes mesures puisqu'ils ont un travail différent, mais il faut vraiment ouvrir la boîte de Pandore de qu'est-ce qu'on peut faire pour chaque métier, pour chaque personne, comment on réinvente les conditions de travail à tous les niveaux. Et le dernier, c'est vos managers. On va terminer là-dessus parce qu'on en a parlé un petit peu, et notamment sur le sujet de la gestion de l'intime, de la diversité et de l'inclusion, de la performance. Comment vous prenez position en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, comment vous avez un modèle social que vous assumez pour que ce ne soit pas que les managers qui soient directement devant plein de questions, ils n'ont pas de réponse, ça les fragilise et ils ont besoin de l'appui en fait et de la conviction de vos organisations pour y arriver et pour relever tous ces défis. Merci beaucoup. Merci Fabienne.